Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux à poser des questions pertinentes lors de notre dernier webinaire sur la réforme PDP. Aujourd'hui, nous vous donnons à nouveau la parole pour un question-réponse en direct. Avant de commencer, un mot sur notre clause de réserve, ce que nous allons aborder aujourd'hui, qu'il s'agisse de fonctionnalités existantes ou d'évolutions à venir, reflète notre vision actuelle. Bien entendu, tout cela est susceptible d'évoluer. Je me présente, Eugénie Garnier, Customer Success Manager. J'accompagne nos clients au quotidien dans la mise en place et l'exploitation de nos solutions et je serai votre modératrice aujourd'hui. Et pour répondre à vos questions, je vous présente à nouveau notre panel de spécialistes. Raphaël Bress, directeur général produits et technologies. Marcia Guerra, chef de produit compliance, qui pilote actuellement les travaux PDP. Sandy Vautier, ingénieur en charge de l'architecture PDP et de l'intégration technique. Et Caroline Lecomte, engagement manager, responsable de la mise en œuvre PDP. Vous pouvez dès à présent poser vos questions dans l'onglet Zoom prévu à cet effet. Nous commencerons tout d'abord par un retour rapide sur les sondages que nous avions lancés pendant le webinaire. Ensuite, nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre et donc resté en suspens la dernière fois. Et enfin, nous vous donnerons la parole pour un question-réponse en direct. Donc, commençons par réagir aux résultats des sondages avec Raphaël. Je te propose donc de revenir sur les réponses. Et donc, nous avions demandé à l'audience où en êtes-vous dans votre préparation de la réforme? Et seulement 6% d'entre vous ont répondu être en cours de signature avec un prestataire. Et donc, ce résultat m'a interpellé. Raphaël, selon toi, comment l'expliquer? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une étude aussi nationale qui montrait que très peu de sociétés étaient préparées. Je crois que des sociétés qui ont plus de 10 employés, on était à 3% ou 4% de sociétés prêtes. Dans les résultats du sondage, donc 6% seulement ont répondu qu'ils ont entamé des discussions avec des plateformes PDP, ce qui est très faible. Environ un tiers a tout juste lancé un projet en interne, tandis qu'un quart n'a pas du tout ou encore commencé. Alors, c'est quand même un constat de retard généralisé, je pense. Peut-être que il y avait des incertitudes et peut-être que les sociétés pensent que le calendrier changera. Mais non, hein, en octobre 2024, hein, donc le calendrier a été donc confirmé, hein, en septembre 2026. Toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre des factures électroniques et toutes les sociétés devront être en mesure de les recevoir, que ce soit les grandes entreprises, les PME et les micro-entreprises. Ensuite, au 1er septembre 2027, l'émission de factures électroniques dans le framework, dans le modèle PDP, sera étendue. Donc, l'émission de factures électroniques sera étendue à toutes les sociétés en France à partir du 1er septembre 2027. Il faut aussi savoir que le PPF, qui était le portail public gratuit, qui permettait aux sociétés ou aux cabinets comptables de pouvoir accéder directement et rentrer des factures ou rentrer du e-reporting, a été suspendu, hein. Il ne joue plus qu'un rôle de concentrateur et un rôle d'annuaire. Donc il n'y a plus de possibilité pour les sociétés d'utiliser un portail gratuit public et toutes les sociétés devront passer par APDP. Euh, il est toujours temps, il faut profiter de ce délai, hein, supplémentaire qui a été discuté l'année dernière, mais pour l'instant, maintenant, les dates sont vraiment confirmées. Et il faut vraiment que les sociétés se mettent à rechercher un peu plus nos PDP, travailler avec leur cabinet comptable ou avec leur système d'information
Mais voilà, c'est vraiment un constat mais qui est généralisé. Donc, c'était parmi les sociétés qui étaient durant le webinaire que nous avons fait le 27 mai. Mais en fait, les études nationales montrent que les chiffres sont un peu plus dramatiques que ça sont. Heureusement, peut-être entre la journée de la facture électronique et aujourd'hui, il y a quand même, mais je crois qu'au moment de la journée de la facture électronique, la plupart des sociétés ne savaient pas que le PPF avait été enlevé du modèle ou de la solution PDP France. Alors, je ne sais pas si euh, d'autres questions ou alors des commentaires de la part des présentateurs aujourd'hui. On peut passer à la deuxième question. Merci, Raphaël, que nous avions posée. Donc, ça portait sur le canal principal de réception de factures et 55% nous répondaient à un PDF ou email, ce qui est assez révélateur. Alors, peut-être que tu partages ce constat sur le terrain. Qu'en Et penses-tu? oui, parce que 55% des répondants, en fait, utilisent une méthode qui ne sera pas valide dans le cadre du PDP. Donc, pour être vraiment clair, les sociétés n'auront plus la possibilité ou d'envoyer une facture directement par email avec un attachement PDF à leurs clients. Ils devront passer par un PDP qui va livrer la facture au client. Donc, le fait que 55% des sociétés utilisent, donc déjà c'est bien parce qu'il y a quand même un effort de digitalisation. Une bonne nouvelle aussi, c'est que 3% utilisent encore le papier, donc le papier a été éradiqué. Mais ce qu'il faut savoir pour ces 55% des sociétés qui ont déjà fait le pas de passer en digitalisation, qu'il y aura un peu plus d'efforts quand même pour qu'on ne pourra plus utiliser cette méthode et on devra utiliser un des trois formats du socle. Il y en a un qui est PDF, mais c'est FactureX, hein, donc il y a un PDF et du code machine dans le document. Et ensuite, les deux autres formats du socle qui seront utilisés sur la plateforme PDP et que nous gérons sur PDP TradeShift. Oui, donc encore beaucoup de chemin à parcourir. La prochaine question, la question d'après, pardon, portait sur les principales difficultés identifiées, la cartographie des données et l'intégration ERP. C'est ce qui avait été répondu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est plutôt une surprise ou une confirmation, Raphaël? Il y a quand même un aspect technique hein, que les sociétés devront analyser leur système d'information où sont générées les factures. Il y a aussi un mappage, hein, c'est-à-dire un lien entre les informations qui sont obligatoires sur les factures. Donc aujourd'hui, je crois qu'on en est à 24 ou 25 éléments de facture qui sont obligatoires. Dans le cadre PDP, il y en aura plus de 32. Je crois 32, oui, je crois. En 2026, on passera de 25 à 32. Il y a des champs supplémentaires comme l'indication sur quel régime de TVA la société est. On veut mettre aussi le sirène du client en plus du sirène le sirène, il y a le sirène du client, oui, celui qui émet la facture, donc deux sirènes, hein, celui de l'émetteur et celui du récepteur. Et il y a d'autres champs supplémentaires euh, qui devront donc, dans les systèmes d'information, on devra regarder où sont les factures qui sont assujetties. Ça ne concerne pas l'export, mais ça concernera le e-reporting pour l'export. Et les intégrations ERP, les systèmes ne sont pas tous prêts à consommer des factures électroniques dans ces formats. C'est pour ça que les intermédiaires comme PDP ont aussi une couche technique pour les intégrations qui est extrêmement éprouvée, hein. Je parle de Babelway. Nous avons Sandy Vautier dans la réunion aujourd'hui. Et depuis 2014, c'est quand même cette couche d'intégration qui s'occupe du PayPal, des intégrations à l'ERP. Et il faut quand même travailler avec des prestataires hein, qui ont une grande expérience d'intégration dans les ERP. Donc, d'une part, il y a
un travail à faire dans les systèmes d'information pour identifier, cartographier les systèmes et les éléments de facture pour voir si on a tous les éléments réglementaires. Et ensuite, s'assurer qu'il y a une bonne intégration à l'ERP. Donc, les intégrations de factures électroniques dans les ERP, c'est quelque chose quand même qui est déjà en place depuis nombreuses années. Nous, on fait ça depuis plus de 10 ans, hein. On fait plus de 3 millions de factures par mois et on les intègre dans les ERP des acheteurs. Voilà. Donc, il y a en effet du travail de préparation et ensuite travailler avec son PDP, hein, le partenaire PDP, afin de s'assurer qu'ils ont soit les connecteurs, soit une grande expérience dans les intégrations aux ERP. Oui, en effet, et c'est vrai qu'on est revenu sur le sujet. C'est tout d'abord un grand projet d'intégration, la réforme, mais c'est aussi une grande opportunité pour optimiser les process. Et notre dernière question portait justement sur le pourcentage de factures traitées automatiquement. Et donc la réponse 10% est quand même, bon, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un nombre très très grand, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi peu. Et comment est-ce que tu interprètes ce sondage, Mais Raphaël? ce qui reste en fait une très grande marge une formidable opportunité pour les autres sociétés. Donc, vraiment félicitations pour les sociétés qui ont déjà automatisé leur processus de facturation. Elles vont dégager un avantage compétitif, elles vont réduire la partie litige, les factures sont reçues de façon presque instantanée, hein. Dans le PDP, dans la réforme PDP, c'est 24 heures maximum, mais sur notre plateforme, on est en secondes, minutes pour transférer les documents, mais il y aura une limite de 24 heures entre le moment où la plateforme PDP reçoit la facture et le moment où elle discute avec l'autre PDP pour déposer la facture. Et ensuite, là, il y aura donc tout ça, c'est vraiment automatisé et c'est dans l'idée de ne pas avoir d'intervention ou trop d'intervention manuelle sur ces factures. Lorsque vous avez des factures entrantes, pour les automatiser, pour les pousser dans l'ERP afin de pouvoir les comptabiliser et pouvoir les payer, il y a des informations supplémentaires qui doivent être rajoutées à ces factures d'achat, des cost centers, peut-être un compte comptable. Et ça fait partie de ce processus d'automatisation où ces valeurs sont renseignées soit par machine learning, soit par intelligence artificielle, ce que nous faisons à TradeShift. Il faut aussi que ces factures soient rapprochées, bon de commande facture, bon de commande, bon de réception facture, donc deux voies, trois voies. Cela fait partie aussi de l'automatisation. Ce sont des choses qu'on fait avec assistance d'intelligence artificielle et ensuite la partie approbation. Donc vous voyez tous ces processus en fait de la gestion du cycle de vie de la facture sont des processus qui devront être gérés par les PDP, ce que nous faisons déjà chez TradeShift, hein. Nous couvrons toutes les étapes de vie de la facture. Et ensuite, ça permet de pouvoir l'enregistrer dans les systèmes comptables avec toutes les informations nécessaires afin qu'elles puissent être comptabilisées, comme je l'ai dit, et payées. Donc, il y a encore beaucoup de... Donc, félicitations pour les 10% de sociétés qui ont réussi à passer à la facturation électronique. Et j'encourage énormément les sociétés, les autres sociétés de vraiment considérer les avantages économiques, hein. Ce n'est pas une réforme ou une réglementation pour récupérer la TVA ou éviter la fraude. Il y a aussi une intention d'améliorer les processus des sociétés, les processus de facturation, de plus avoir de délai, quand vous envoyez un email avec un PDF attachment, vous n'avez aucun suivi, aucune traçabilité, pardon. Il y a même des fois des litiges où le litige, c'est la date de réception de la facture. Ouais, mais dans le cadre du PDP, ça c'est terminé puisqu'on aura ce qu'on appelle un date stamp, hein, on va mettre le jour, l'heure, les minutes où la facture a été déposée. Et ensuite, on aura la date de facture dans la facture qui servira à calculer la date d'échéance.
Voilà, donc vraiment, voilà, c'est un peu long, mais cette partie automatisation des factures, c'est notre cœur de métier, c'est ce que nous faisons pour des grandes sociétés. Donc nous avons une très grande expérience de cette automatisation, pas uniquement sur la France, hein, nous couvrons un peu plus de 70 pays et nos plus gros clients travaillent dans 80 ou 82 pays. euh, de cette façon automatisée avec 85% de leurs flux factures déjà électroniques. C'est ça, en effet, c'est vraiment la grande opportunité de cette réforme, pas seulement la, le mandat et l'aspect compliance. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet prévu à à cet effet. Nous allons revenir sur les questions qui étaient restées sans réponse. On avait beaucoup de contenu à couvrir la dernière fois et donc on n'avait pas eu le temps d'échanger. Donc, je vais passer cette première question à Marcia. Donc la première question portait sur les cas d'usage et si la PDP TradeShift était en mesure de traiter les 36 cas d'usage répertoriés à date. Marcia. Bonjour. Oui, aujourd'hui, TradeShift sera capable de gérer les 36 cas d'usage. Donc, on va prendre chaque cas d'usage, on va discuter avec les clients les cas d'usage qui s'appliquent à leurs besoins. Et en fonction du cas d'usage, ils peuvent avoir des routages différents en fonction de la spécificité du cas d'usage, s'il faut l'envoyer à un tiers ou pas. Et juste aussi, entre parenthèses, aujourd'hui, on est à 36, mais AFNOR est en train de faire pas mal de workshops de groupes de travail avec les BTP, les départements d'énergie, donc EDF et compagnie, pour ajouter plus de cas d'usage. Donc, on estime qu'on aura un peu plus, on sera plus sur 46 cas d'usage plutôt que 36. Mais aujourd'hui, avec notre middleware, comme Sandy l'a présenté la dernière fois, on n'a aucune limitation sur comment on gère les cas d'usage. On peut dès aujourd'hui les incorporer. Voilà. Merci. Il y avait une deuxième question qui portait aussi un petit peu là-dessus. C'était la capacité à gérer les flux AR. Je pense que c'est une bonne question pour toi aussi, Marcia. Ouais. Donc, toute la partie outbound, donc flux sortant, donc l'émission de factures, TradeShift, nous en tant que PDP, on sera en capacité de le gérer. Ce sera aussi pendant les phases projet avec nos clients, on va discuter avec eux quels sont les formats qu'ils ont dans leur système et nous, après, on fera une transformation de du document, du format qu'ils ont dans leur système au document attendu par la PDP. Donc, nous, ce sera très probablement de l'UBL. Et on va l'envoyer ensuite au PDP de réception. Donc oui, on gère oui, sans aucun souci le flux sortant, donc l'émission de facture. Parfait, merci Marcia. Il y avait une autre question, celle-ci, je vais la passer à Sandy, qui est plus sur la partie technique et test. À quelle date allez-vous commencer à déployer et tester le fonctionnement entre PNAP, donc on parle de l'interopérabilité, du flux e-invoicing et aussi des tests pour nos clients, notamment, on va dire, un go live entre PDP et ceci avant le 1er septembre 2026. Et donc, est-ce que ce test entre PDP est envisageable avant le 1er septembre 2026? Je répète, Sandy, je te passe la question. Oui, merci Eugénie. Donc sur ce plan-là, en fait, la FNFE, c'est un petit peu l'ensemble des entreprises se sont un peu mis d'accord comme, pour utiliser PayPal comme la technologie privilégiée d'échange entre PDP. Elle supporte déjà la plupart des formats du socle. Donc en fait, actuellement, nous avons déjà des échanges avec de futurs PDP dans les formats du socle en production. Si nos clients souhaitent mettre en place des flux qui sont plus ou moins pérennes, c'est possible dès maintenant. Après, les dernières spécifications des documents ne sont pas encore sorties. Il y aura certainement des petits ajustements à faire d'ici la date butoir de septembre 2026, mais on peut déjà échanger avec d'autres PDP en production pour des flux en UBL, en C2I, etc. Très bien, merci, merci Sandy pour cette réponse à cette question. Nous avions eu une autre question et je pense que je vais passer celle-ci à Caroline sur la partie e-reporting.
La question était, avez-vous développé une solution particulière pour récupérer les données des factures B2C et B2B qui vous permettent de préparer pour les clients le demandant le fichier de e-reporting? Et sinon, envisagez-vous de le faire? Bonjour à tous. Alors, donc oui, il est prévu de s'appuyer sur les données qui transitent par notre plateforme pour générer automatiquement le fichier de e-reporting. Euh, si, Étant donné que nous avons les flux qui transitent par Redshift. Donc, si ça, par exemple, si les flux seuls B2B nous sont transmis, on pourra donc activer cette solution de collecte et de transformation de données en format e-reporting. Par contre, si certains flux type B2C ne transitent pas aujourd'hui par notre solution, on ne va pas pouvoir utiliser cette solution de collecte. On attendra que le client nous génère le fichier de e-reporting directement depuis son ERP pour nous le transmettre et que nous puissions donc l'envoyer aux autorités. Nous nous basons évidemment sur les spécifications du gouvernement pour créer ce mapping de e-reporting. Mais donc, il sera soit généré automatiquement si tous vos flux transitent par la plateforme Redshift, donc gérée par Redshift, soit on aura une partie qui pourra être transmise automatiquement, mais une autre partie où il faudra quand même faire des ateliers avec vous pour que vous prévoyez un flux e-reporting et que vous nous envoyez donc les données de e-reporting attendues selon les spécifications du gouvernement. Voilà. Alors peut-être une clarification sur le e-reporting, hein, c'est une obligation supplémentaire. Ça ne remplace pas la déclaration de TVA. C'est pour transmettre des données, par exemple les exports, des transactions intracommunautaires, euh, afin de les transmettre au gouvernement pour faire des statistiques et aussi faire un suivi en temps réel. Euh, il y a déjà dans le code général des impôts des sanctions pour l'absence de transmission de ces données. Il y en a deux types, hein. Vous avez des données de facture et aussi des données de paiement. Donc vous avez deux transmissions de données à faire. Si vous êtes sur la TVA, sur les encaissements, vous allez devoir faire un reporting mensuel sur les paiements, mais dans le système, c'est pratiquement temps réel quand c'est effectué. Et ensuite, pour la partie des exports, oui, il y a pour le B2C l'équivalent du ticket Z, ticket de caisse, ça fera partie du e-reporting. Donc, je voulais vraiment rappeler que ce n'est pas un remplacement de la déclaration de TVA, c'est une obligation supplémentaire. Euh, Chaque transmission qui manque au gouvernement, l'amende est de 250 euros par transmission manquante, hein. Je suis simplement le messager, hein. Je suis pas. Voilà. Et pour les factures électroniques qui ne sont pas reportées ou pas dans la solution, pas enregistrées au gouvernement, c'est 15 euros d'amende par facture avec un plafond de 15 000 euros par année civile, en sachant que ce sont des sanctions ou des pénalités en période d'adoption. C'est-à-dire que vous pouvez vous attendre à partir de 2027 que ces amendes iront, je pense, hein, là, elles sont fixées pour une période d'adoption. Je les trouve un peu sévères quand même, vu l'état de préparation des sociétés françaises. Mais je voulais souligner ça, hein. Donc, le e-reporting, on le fait évidemment. Donc, l'avantage d'une solution comme Tradeshift, c'est que nous, gérer les factures internationales, elles sont sur notre plateforme. Donc, on fait ensuite le mapping pour le mettre dans le e-reporting. On pourra vous faire une démonstration si vous êtes intéressé par cet aspect. Et je voulais rappeler, hein, ça ne remplace pas la déclaration de TVA, c'est une obligation supplémentaire. Il y a deux types de données, des données de facture, les données facture export par exemple, et des données de paiement. Et les deux sont soumises à sanctions ou pénalités si elles ne sont pas enregistrées.
Merci Raphaël. Et encore un petit appel à questions, ou si vous n'avez pas de questions spécifiques, je vous propose aussi de mettre un sujet sur lequel vous souhaiteriez qu'on approfondisse un petit peu avec notre panel aujourd'hui. Il y avait une autre question qui était restée en suspens. Je pense que je vais la passer. Ben, on va commencer par Marcia. Peut-être que Sandy aussi, tu auras quelques éléments à apporter. Euh, on parlait de PayPal, donc est-ce que envoyer les factures d'une entreprise via PayPal couvre les besoins, les exigences, pardon, e-invoicing de la France? Très bonne question, Marcia. La réponse, oui et non. Donc aujourd'hui, oui, comme l'a dit Sandy il y a quelques minutes, on peut utiliser PayPal pour échanger entre PDP. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les formats du socle sont quasiment déjà les trois couverts dans les requirements de PayPal. Par contre, la France, en plus de faire la facturation électronique, on demande aussi la partie e-reporting et la partie échange de statut, qui aujourd'hui, et corrige-moi si je me trompe, Sandy, ne fait pas encore partie à 100% du flux PayPal. Non, Euh, effectivement. donc, merci. Donc aujourd'hui, oui, en tout cas de maintenant jusqu'à septembre, il n'y a aucun souci, on peut échanger via PayPal. À partir de septembre, si le gouvernement n'a pas mis en place un échange automatisé d'envoi de e-reporting via PayPal ou d'envoi de statut via PayPal, il faudra quand même passer par la PPF. Et je te laisse compléter, Sandy, si j'ai dit des bêtises. Non, oui, je pense qu'effectivement, l'interop entre PDP, les documents vont transiter sur PayPal, mais par contre, on va devoir faire le flux invoicing, c'est-à-dire de transmettre ces infos également au gouvernement. Ça, ce ne seront pas des échanges via PayPal. Mais ça, c'est le problème de votre PDP. Donc, à partir du moment où vous êtes, allez, donnez les moyens d'échanger les documents dans les formats du socle via une PDP, elle se chargera de faire le reporting nécessaire aux autorités sur base du contenu que vous transmettez. Merci Sandy et merci à tous pour votre attention sur ces questions que vous nous aviez posées, sur la réponse à ces questions que vous nous aviez posées la dernière fois. Et on va donc passer maintenant aux questions en direct. Surtout, n'hésitez pas à continuer à poser cette question. Et je vais commencer par la première question qui touche un peu sur l'interopérabilité mais aussi sur l'impact donc du changement PDP hein, lorsqu'on a déjà des flux en production. Donc, je vais résumer la question. Et donc, on est dans un scénario où il y a des flux existants donc, en intégration, donc qui passeraient déjà donc, du fournisseur, envoyer donc ces flux via TradeShift au client. Et donc la question se porte sur l'interopérabilité dans le cas où le fournisseur donc, aurait choisi une autre PDP, donc pas TradeShift. Et donc dans le cas de la réforme, que se passe-t-il quand les flux arrivent donc, de l'autre PDP à la PDP TradeShift, donc les mappings qui étaient déjà en place, donc les flux existants, que va-t-il se passer quand on va mettre en œuvre la PDP TradeShift? Est-ce que ces flux, enfin, surtout ce qu'on veut confirmer, c'est qu'il n'y a pas de rupture de flux, je pense, Sandy, c'est Surtout le flux EDI, surtout le ça. flux, C'est ça. ça faisait partie de la question. Euh, le, le- 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 la société a choisi un PDP pour l'émission de la facture, mais elle a déjà un flux EDI avec TradeShift, hein. Et oui, ce scénario on supporte ce scénario dans TradeShift. Nous avons des sociétés qui ont des flux EDI, évidemment, pour leurs achats directs, de très très grandes sociétés avec de très très gros volumes. Et la réforme n'est pas là pour détruire la valeur qui existe déjà. Donc, ce qu'on va faire dans le cadre de ce scénario, on va attendre la facture qui sera reçue du PDP émettrice de la facture et on va la rattacher au flux EDI existant. Donc, on va pas, on rattache en fait et on a des logiques où on va attendre. Donc, si on a le flux EDI avant la facture, on a des logiques pour attendre et faire un report aussi de ces transactions EDI qui n'ont pas été rapprochées avec une facture qui a été validée par le gouvernement. Donc, tout ce scénario-là, comme il est expliqué, et je sais que Sandy va aussi rajouter quelques détails. Mais c'est en fait l'idée, c'est qu'on les flux existants EDI, il y a
très forte valeur ajoutée, on ne va évidemment pas les supprimer pour les remplacer avec un flux de facture électronique où il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. Il y a beaucoup d'informations pour l'État, hein, pour la TVA à payer ou la TVA collectée, à récupérer, mais il n'y a pas d'informations métiers qui sont nécessaires et qui sont dans les flux EDI. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu au scénario qui est posé là. Dans ce scénario, on a la transaction EDI, on attend la facture qui soit elles arrivent en même temps, on les rattache et la transaction passe. Soit on a le flux EDI et on va alerter l'acheteur qu'on a le flux EDI, mais on n'a pas le document rattaché. Alors, Sandy, je pense que tu voulais prendre aussi cette question. Et, Alors, il y aura peut-être, je ne sais pas si on va répondre comme il faut, c'est un Alexandre qui a posé la question, donc moi je l'avais interprété autrement. Moi, je voyais arriver dans l'intermédiaire supplémentaire qui était la nouvelle PDP de ce partenaire. Et dorénavant, ce n'est pas le partenaire qui va s'intégrer en direct avec TradeShift, mais sa PDP. Et donc là, on est dans un scénario interop classique. Donc, quiconque nous choisit comme PDP, oui, nous prenons en charge de recevoir leurs factures et de les convertir du format du socle dans lequel on les reçoit vers le format de leur ERP ou du système informatique vers lequel on doit l'envoyer. Et toutes les autres PDP nous enverront les documents dans ces formats-là. Donc, votre PDP nous l'enverra dans ce format-là. Donc, il y aura a priori, l'effort à fournir sera principalement un effort de votre côté. De notre côté, nous sommes déjà capables de recevoir les factures dans le format du socle et de les convertir dans le format de notre client. Oui, je pense qu'on a bien touché au sujet interopérabilité et que se passe-t-il avec les flux EDI existants dans le contexte PDP. Merci, merci Sandy et merci Raphaël. Bon, on va continuer. Écoute, avec toi, Raphaël, je te propose une autre question. On parle beaucoup de l'importance de choisir une PDP et donc maintenant, et on est revenu beaucoup sur le sujet alors que le gouvernement n'a pas encore publié toutes les spécifications et que les solutions ne sont donc effectivement pas prêtes, hein. Donc, qu'en penses-tu et que souhaites-tu alors, ce que entendre? j'en pense, je vais partager des chiffres avec cette audience, hein. Donc, il y a à peu près 3 millions de sociétés en France. Dans les sociétés de taille intermédiaire, il y en a 6 000 et les grandes sociétés, il y en a 300. Il y a aujourd'hui 87 PDP enregistrés. Alors, vous voyez déjà le ratio, il y a c'est pas il y a un truc qui, il y a un truc donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de PDP pour le volume. On parle de 2 ou 3 milliards de factures en France à l'année. Euh, Lorsqu'on a été invité à faire des tests d'interopérabilité, il n'y a que 30 PDP qui ont répondu sur les 87, hein. Je vais simplement. Nous en faisons partie, hein. Et d'ailleurs, nous avons reçu un email du gouvernement qui nous confirme que nos tests d'interopérabilité ont été un succès et que donc maintenant on peut se raccorder à la production. Mais ça faisait partie d'un petit groupe de 30 qui vient des 87. Dans les 87, il y a encore des PDP qui découvrent ou recherchent PayPal, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Et il y en a d'autres qui sont peut-être bons sur les formats de facture, mais peut-être pas très bons en intégration ERP par manque d'expérience. Euh, il faut gérer ensuite tout le cycle de vie donc de la facture avec tous les statuts. Je crois qu'il y en a 14, je crois, des statuts de facture, si je me souviens bien, Marcia. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de PDP pour le marché et je pense que ce qui va se passer, c'est que il faut quand même, pour des sociétés de taille intermédiaire, hein, je parle quand même de grandes sociétés quand même, ça prendra 1 an. Donc si vous n'avez pas démarré en août 2025, vous prenez un risque d'être vraiment en retard et surtout d'être forcé de prendre les PDP restants. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les PDP n'auront peut-être pas toutes
la capacité de pouvoir enregistrer des gros clients. On ne peut pas signer 50 enterprises et les implémenter en même temps. Donc, il y aura quand même, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre maintenant. Il faut définir ses critères, il faut regarder le marché PDP. Est-ce que vous êtes une société internationale qui a besoin de gérer des flux EDI ou des flux de factures électroniques à l'international qui font partie aussi du e-reporting? Tout ça, ça se rajoute en fait aux transactions domestiques, hein, qui est en fait le- le principal intérêt du PDP en France, hein. C'est vraiment les transactions domestiques et la TVA locale, mais il y a aussi des obligations de e-reporting qu'on oublie. On oublie que le e-reporting, c'est bien que nos clients et nos partenaires nous posent des questions sur ce sujet parce que c'est aussi une obligation qui sera aussi soumise à pénalité. Donc, c'est à pénalité sur les factures électroniques qui n'ont pas été transmises au gouvernement. Il y aura pénalité pour les transmissions de données qui n'auront pas été transmises au gouvernement. Et lorsqu'il s'agit des données de facture, c'est 3 fois par mois. C'est tous les 10 jours. Donc, vous pouvez, comme c'est 250 euros par transmission manquante, si vous en manquez 3, ça fait déjà 750 euros de pénalité, simplement sur le e-reporting. Donc, c'est pour éviter les sanctions, les pénalités, pour être un peu en avance, pour avoir le choix de pouvoir choisir, de pouvoir évaluer différents PDP au lieu de faire ça dans la précipitation. Il n'y a pas assez de PDP et tous les PDP sont très loin d'être au même niveau, hein. Et il y aura des audits, hein, qui seront, mais 30 ont demandé à faire partie des tests de début d'année, ce qu'on vient de faire, hein, avec la confirmation qu'on a reçue. Donc déjà, vous voyez un peu les chiffres, hein, de 87, il y en a déjà il n'y en a que 30 qui se sentent prêts à tester tout. Euh, il y a beaucoup, on parle de 2 millions de sociétés en France, puisque ça va jusqu'à la micro-entreprise. Mais nous, c'est vrai qu'on regarde les sociétés de taille intermédiaire et les grandes entreprises, puisque c'est un peu notre portefeuille de clients aujourd'hui. Oui, et une question justement à ce sujet très concrète. Certaines PDP affirment être certifiées. Et donc, dans ce contexte, justement, je pense que la question est très pertinente. Et, ben, elle s'en dit aussi, peut-être que tu as quelque chose à ajouter, Raphaël, certainement. Donc, pourquoi dites-vous que, enfin, nous avions dit pendant le dernier webinaire qu'aucune PDP n'était encore certifiée. Donc, certaines prétendent être certifiées. Donc, peut-être que tu peux nous éclairer un petit peu. Sandy, tu es la plus proche en fait du dossier. Ah, moi, j'adorerais être certifiée, hein. Mais il y a pas mal d'étapes encore pour toutes les PDP. Donc, pour l'instant, il n'existe en France et dans le monde que des PDP immatriculés sous réserve. Et ce, depuis le début. Donc, les entreprises qui souhaitaient devenir PDP ont soumis un dossier avec des intentions de développement. Et puis maintenant, elles sont en train d'effectuer ces développements, passer les tests au fur et à mesure que les instances gouvernementales le permettent. Ce qui signifie que la première facture en production qui répondent aux besoins PDP, elle n'a pas encore été envoyée par quiconque. Et encore moins, il n'y a pas d'organisme certificateur qui ait fait le tour et un audit sur les PDP. Personne n'y est. Donc, il y a des levées de réserve. Les premières potentiellement seraient en Q4 de cette année. Personne n'est plus loin que ça. Mais on Merci. très bien. Merci, Sandy. Nous avions d'autres questions. Alors, regardons un petit peu. Bah, celle-ci peut-être pour Caroline, comme nous parlons beaucoup de préparation. Que mettez-vous en œuvre avec vos clients pour être prêt le plus tôt possible? Oui, alors, donc tout dépend si c'est un client existant ou un nouveau client. Dans l'idée, on prévoit un déploiement par phase. Donc, partons du principe que donc, vous êtes un nouveau client. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se concentrer sur la mise en place de flux qui sont déjà non soumis au PPF, hein, qu'on maîtrise de bout à bout. Donc, à savoir les flux TPE, PME, mais aussi des flux internationaux, hein, donc qui sont particulièrement stratégiques pour notre typologie de clients et qui peuvent être déployés là rapidement car non impactés par le PPF.
Pour la partie PDP, donc ce qu'on fait en même temps, donc on démarre des ateliers dès le début du projet, en parallèle hein, de cette première phase. On adopte ici plutôt une approche qui est agile. On va donc nous appuyer sur les livrables de cette phase 1, donc non soumise au PDP, et on va faire donc des comparatifs et des évolutions donc sur les documents, sur les statuts qu'on échange, par rapport donc au cas d'usage et à la liste de statuts qui ont été transmis par le PPR. Pour les clients existants, qu'on va faire là plutôt, donc on va faire un comparatif donc des évolutions qui sont demandées par rapport à ce qui est déjà mis en place. Donc, bah, pareil, entre ce qui, pour les formats de fichiers, donc vos fichiers actuels par rapport à ceux qui sont attendus. Donc ici, on va voir les cas d'usage du PPF qui ont été publiés. On va comparer donc les cas d'usage que vous utilisez. On va ajouter donc les champs associés à ces cas d'usage dans les fichiers de format de facture ou d'avoir pour du coup transmettre les informations attendues par rapport à ces cas d'usage. Exemple aussi pour les statuts, donc statuts que vous utilisez aujourd'hui versus les statuts que vous allez devoir utiliser prochainement. Et donc en parallèle, on va aussi donc mettre à niveau donc les fonctionnalités que vous avez aujourd'hui avec nous et donc mettre en place celles dont vous aurez besoin avec le PDP, donc qui sont vraiment propres à Redshift. Pour ceux qui connaissent, par exemple, la partie gestion des règles métiers, donc qu'on appelle BFR. Donc, pour ceux qui étaient, par exemple, en BFR 1, on va notamment vous migrer en BFR 2.0. Voilà, pour vous donner des exemples concrets. Voilà. Merci Caroline. Et il nous reste encore quelques minutes. Alors si vous avez d'autres, on va prendre, j'ai une question à, à venir, mais si vous en avez d'autres, il nous reste encore un petit peu de temps et je pense que cette question est pour toi, Sandy, et donc dans un contexte multinational, donc pour une entreprise qui a des sociétés en Belgique et en France, que peuvent-ils faire au niveau de l'intégration et peuvent-ils faire l'intégration en même temps pour le 1er janvier 2026, quand commence le mandat pour la Belgique? Sandy. Donc, nous avons une entité belge également, donc on est complètement une société internationale et on s'inquiète également, Tradeshift et Babelway en particulier s'inquiètent également des réformes en Belgique. Donc, il y a la possibilité de faire des projets d'intégration et de rencontrer les deadlines aussi bien pour la Belgique que pour la France. Est-ce que tu proposerais de faire ça donc en même temps, Belgique et France? Donc les échéances ne sont pas les mêmes, hein, mais bon. Et le Non, elles modèle sont pas les est mêmes. différent. Oui, le modèle est Oui, différent. Oui, Raphaël est peut-être mieux placé pour cette question-là. Oui, je pense pas que ce soit un modèle PDP, hein, de ce que j'ai entendu. On a sur notre radar la Belgique, oui, bien sûr, en fonction des dates et des volumes aussi. Il faut regarder quelle est la priorité. Est-ce qu'on doit séquencer ou le faire en parallèle? Parallèle, c'est un peu plus dur, mais par exemple, Caroline travaille sur un client qu'on est en train de déployer dans combien de pays? Caroline avait une dizaine et on les fait en même temps, je crois. On les fait tous. Oui. Donc on peut le faire soit séquentiel, soit... Mais je pense qu'il y aura un peu plus de travail sur PDP France. Je m'engage peut-être un peu là-dessus, mais je ne pense pas que le modèle soit PDP en Belgique. En revanche, il y aura toujours interopérabilité et ça, c'est dans le cadre de VIDA, hein, VAT in the Digital Age. Et il faut s'attendre que les 27 pays de la communauté européenne adoptent la même chose, hein. C'est-à-dire que maintenant, je crois que ça a été validé au Parlement, elles ont le droit d'imposer la facture électronique aux sociétés dans tous les pays. Voilà. Oui, on Oui, revient sur la préparation qui est essentielle et la préparation des écarts, de regarder l'existant vers la cible et donc tout ce travail d'analyse. Excuse-moi, Sandy, tu voulais dire quelque chose? non, simplement que dans les deux cas, aussi bien pour la Belgique que pour la France, on est sur une intégration où en fait on va être sur du PEPL dans les deux cas. Ce qui va différer, c'est la manière dont on s'intègre avec l'autorité gouvernementale, qui va être à 100% sur PEPL pour la Belgique et puis avec le PPF pour la France. Mais ça, c'est quelque chose que nous couvrirons
d'un point de vue On technique. peut partager avec cette audience que un de nos clients, c'est le gouvernement de la Belgique. C'est Et vrai. d'ailleurs, ils ont renouvelé le contrat. Ça fait longtemps qu'on les a. Donc, si vous posez des questions sur la Belgique, le gouvernement de la Belgique est un client de Babelweb. Voilà. Et juste pour rebondir aussi sur ce sujet PayPal, ça fait depuis 2014, on l'a dit la dernière fois, mais juste pour le redire aussi cette fois-ci, depuis 2014, on est à un point d'accès PayPal. Et pour ceux qui sont intéressés de faire de la facturation électronique dès aujourd'hui pour la Belgique, c'est possible. C'est juste que le mandat, l'obligation vraiment de facture électronique, c'est pour 2026. Mais pour les entreprises qui sont prêtes, si les clients et les fournisseurs sont prêts, c'est tout à fait possible d'envisager un projet. Donc, je ne conseillerais pas forcément de le faire en même temps pour la France et la Belgique. Mais pour la Belgique, on peut déjà anticiper ce champ. Merci, merci Marcia. Et nous arrivons à la fin de ce question-réponse. Et merci, un grand merci à tous nos participants pour votre participation à notre panel, pour vos réponses éclairées. Et avant de partir, donc n'oubliez pas de nous laisser, s'il vous plaît, votre avis à l'enquête de satisfaction qui s'affichera à l'écran avant de vous déconnecter. Aussi, n'oubliez pas de visiter donc, notre site web. Nous avons aussi donc sur LinkedIn et sur YouTube, nous mettons donc enfin, notre site web et aussi toutes nos pages, donc LinkedIn et YouTube, comme je l'ai dit mise à jour régulièrement et aussi donc toutes les dernières mises à jour de la plateforme. Donc n'oubliez pas de visiter tous ces liens pour suivre les évolutions PDP et donc mandat à travers le monde et les mises à jour de la plateforme TradeShift. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à tous. Au revoir.